Sans plus tarder, j'ai maintenant le plaisir d'appeler Philippe Lemoine. Philippe Lemoine, donc, il est président du Forum d'Action Modernité de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Vous le connaissez, c'est l'ancien directeur général de Monoprix, est également coprésident donc, du groupe Galeries Lafayette. Alors évidemment, continuez à poser vos questions tout au long de l'intervention de Philippe, et puis on y répondra, enfin il y répondra tout à l'heure, donc à la fin de son intervention. Voilà, on vous écoute. Merci. Bien, je vais essayer effectivement en un temps tout de même modéré, de répondre à cette grande question sur qu'est-ce que c'est que la mutation digitale de nos sociétés. Et j'aimerais le faire en ciblant trois questions qui sont d'abord de savoir qu'est-ce que c'est que cette révolution digitale dont on parle, ou cette transformation numérique. Ensuite, où en est la France dans cette mutation ? Et puis troisièmement, esquisser un peu une interrogation sur quels sont les enjeux clés pour vos secteurs d'activité. Alors, qu'est-ce qu'est la transformation numérique ? À vrai dire, c'est une question que je m'étais posée quand j'avais eu, il y a 2 ans et demi, à faire un rapport pour le gouvernement sur la transformation numérique de l'économie française. Je pense que je suis comme vous. Depuis que je travaille, j'ai l'impression qu'on parle tout le temps d'informatique, de technologie de l'information, et on a employé tout le temps les mots révolution, mutation, chambardement, bouleversement. Donc quel est le momentum d'aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, on parle un petit peu partout de cette transformation digitale ou de cette révolution digitale. Pourquoi alors que c'est tout de même une très vieille affaire. Hein, le point de départ, j'ai été chercheur en informatique, pardon d'avoir des références un peu théoriques, comme ça, le point de départ de tout ça, c'est un article de Turing, un grand logicien qui écrit en 1936 un article qui s'appelle Uncomputable Numbers. C'est ça un peu le point de départ. Alors depuis, vous avez des cycles qui se sont succédés avec à chaque fois des transformations extrêmement importantes qui ont eu lieu, des cycles d'un peu moins de 25 ans, de 24 ans à peu près. Vous avez un premier cycle 1936-1960 qui est le cycle d'invention de l'ordinateur, avec des tas de débats sur ce que c'est que la cybernétique, sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, sur qu'est-ce que c'est que... Voilà, et on conçoit l'outil théorique qu'est un ordinateur. Vous avez ensuite un cycle 1960-1984, des gros ordinateurs IBM du début des années 60 aux ordinateurs personnels Macintosh 1984, qui est le cycle, on pourrait dire, de l'affirmation de ce qu'est l'informatique de gestion comme marché privilégié, comme domaine privilégié d'expansion de ce qu'est l'informatique, avec toutes les questions sur la simulation, sur la rationalisation, sur l'optimisation. Et puis vous avez un cycle 1984-2008 qui a pris fin, qui est un cycle dominé par les réseaux, dominé par Internet, dominé par les questions que l'on appelle d'informatisation de la société, avec la pénétration des technologies d'information, pas uniquement à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle de grandes fonctions sociales, la santé, l'éducation, les transports, le climat, etc. On est entré, en fait, aujourd'hui, dans un autre cycle, et c'est ça qui explique qu'il y a un mot différent, qui est le mot numérique, qui était mis en avant, ou le mot digital en anglais, ça veut dire exactement la même chose, digital ou numérique, qui renvoie au fait qu'il y a des changements très importants. Retenez 3 gros changements. Premièrement, la totale transversalité des changements qui sont en cours. Il y a encore quelques années, peut-être, on pouvait dire il y a des secteurs qui sont hyper concernés par toutes ces modifications. Il y a des secteurs dans lesquels les entreprises sont concernées sur certaines de leurs fonctionnalités, mais pas toutes. Puis il y a des secteurs qui sont encore en dehors. On pensait que, par exemple, l'agriculture, le bâtiment restaient un petit peu en dehors de tout ça. Aujourd'hui, enfin, il suffit de voir n'importe quel journal télévisé et les actualités pour voir que non, toutes les activités sont concernées. Ce qui entraîne d'ailleurs des problèmes majeurs pour essayer de réfléchir sur des enjeux qui ne sont pas rien, comme l'avenir de l'emploi, par exemple. Quand on voit des prospectives comme celles qui ont été faites aux États-Unis, qui disent 47% des emplois actuels de l'économie américaine vont être transformés en profondeur ou disparaître dans les 15 ans qui viennent, quand la même méthodologie appliquée par l'Institut Bruegel sur l'Europe donne 54%, enfin le même ordre de grandeur, quoi, des emplois européens amenés à être transformés en profondeur ou à disparaître, c'est bien sûr des enjeux considérables. Et comme c'est transversal, on ne voit pas vers quel type de secteur il peut y avoir déversement d'un secteur dans un autre. Deuxième changement très important, c'est un changement dans le jeu des acteurs. On était habitué à voir, en gros, les technologies nouvelles qui démarraient sur les très grandes institutions, qui tombaient après dans les grandes entreprises, puis les entreprises moyennes, les entreprises petites, par un jeu de cascade de ce type-là. Là, il y a un changement extrêmement important. Le numérique, ça commence
à la fin des années 2000, 2007-2008, mise sur le marché par Apple des smartphones, des premiers téléphones digitaux, développement des tablettes, etc. Et d'un seul coup, beaucoup de personnes qui non seulement s'équipent de ces outils, puisque aujourd'hui il y a près de 2 milliards d'êtres humains sur Terre qui accèdent à Internet avec des outils portables de ce type, mais non seulement qui s'équipent, mais qui inventent des usages. Qui inventent des usages très importants, ce qui entraîne un troisième type d'effet, c'est que pour les entreprises, c'est plus elles qui sont moteurs. Les entreprises, mondialement, et les institutions sont un peu à la remorque de quelque chose qui est dominé plutôt par les personnes, par les usages très décentralisés. On peut dire que ce n'est pas monsieur Airbnb qui invente la location courte durée d'appartements. Ce n'est pas monsieur Uber qui invente le partage, le covoiturage ou le partage de... C'est les gens qui inventent des applications et puis les entreprises qui cavalent derrière pour essayer de capter les usages et voir comment définir des règles pour créer de la valeur économique à partir d'usages qui sont inventés par les entreprises. Ça change énormément de choses, ça. Énormément de choses. Et notamment, ça change beaucoup de choses parce que les entreprises doivent, d'un seul coup, qui ont appris à faire tellement de choses mondialement, elles doivent, d'un seul coup, non pas gérer une innovation qui est interne, mais elles doivent gérer une innovation qui se fait en liaison avec l'extérieur, en liaison avec cet acteur un petit peu bizarre que sont les personnes. Est-ce que c'est encore des consommateurs? Est-ce que c'est des producteurs? Les frontières sont très, très floues quelquefois. Enfin, tous ces consommateurs qui sont là. On doit apprendre à gérer une ressource nouvelle que sont les données. Et tout le monde dit les données, c'est le pétrole du 21e siècle, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment on fait pour créer de la valeur avec les données? Les entreprises se sentent quelquefois un petit peu malhabiles par rapport à ça, d'autant plus malhabiles qu'il y a des acteurs très spécialisés par rapport à tout cela, qui, eux, sont extrêmement performants, qui cavalent très vite derrière les personnes, qui savent extrêmement bien coopérer avec elles, qui savent extrêmement bien faire des sites très convaincants, très fluides, agréger extrêmement bien les services. Et donc, dans de nombreux secteurs, et là je parle d'un constat mondial, il y a une énorme inquiétude de dire, est-ce qu'on ne risque pas de voir se glisser entre des secteurs de compétences professionnelles et le marché final, des intermédiaires nouveaux qui se glissent entre les uns et les autres et qui offrent au consommateur final des solutions d'agrégation de services extrêmement fluides, extrêmement bien adaptées aux attentes des uns et des autres, quitte à s'appuyer sur les acteurs existants pour délivrer les services. C'est ce qu'on appelle, il y a le mot qui est répandu de stratégie d'ubérisation. En termes économiques, il y a un terme encore plus précis, c'est ce qu'on appelle des stratégies de surtraitance. C'est-à-dire le fait de transformer des acteurs existants en sous-traitants qui vont travailler désormais aux conditions de prix et de marge qui sont définis par des acteurs intermédiaires de type nouveau. C'est les dangers qu'on voit dans des secteurs énormes comme l'hôtellerie, comme les transports, comme les chemins de fer, comme la banque, comme le commerce, comme dans les vastes secteurs de la santé. Enfin, on voit dans énormément de types de secteurs différents, on voit des inquiétudes de ce type-là. Alors, où en est la France par rapport à ça, entre les risques et les opportunités? Je pense qu'on peut déjà montrer qu'on est dans une situation intermédiaire dans laquelle je pense qu'il y a plus d'opportunités que de risques, mais vous voyez, on peut déjà donner 2 chiffres pour essayer de situer les choses. Le premier, c'est d'essayer de voir quelle est la menace globale qui peut peser sur l'économie française. On avait fait un petit calcul au moment où je faisais ce rapport, qui consistait à partir de la valeur boursière des 4 GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui sont pour le moment ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu de cette transformation numérique. En gros, leur valeur boursière est égale à eux 4 à la valeur du CAC 40 français. 1,2 milliard de dollars. Pour justifier une telle valeur, en gros, ça veut dire que les marchés financiers attendent en gros des revenus, des profits réguliers de la part de ces 4 acteurs qui seront de l'ordre de 120 milliards de dollars annuels pour justifier une valeur de 1200 milliards. Et on s'est fait un petit travail pour essayer de voir quelle va être la part de marché de la France dans ce détournement de valeur qui fait que ces acteurs-là, qui transforment les conditions de l'intermédiation, vont aller capter du profit dans les entreprises existantes pour se le réapproprier. Et je vous passe le détail du calcul, on arrive à l'idée que sur ces 4 acteurs-là,
il y a une quinzaine de milliards d'euros de façon récurrente de résultats des entreprises françaises qui vont être captés par ces 4 acteurs si les prévisions du marché sont bonnes. Et comme il n'y a pas que ces 4 acteurs-là, mais qu'il y a des acteurs plus spécialisés dans l'hôtellerie, dans tel ou tel type de domaine, il faut multiplier par un facteur à peu près 4 ce chiffre pour avoir une vision du danger qui pèse sur la profitabilité des entreprises françaises, qui est un danger de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros annuels, qui peut être pompé, siphonné, comme dans les stratégies de siphonnage de la valeur, par ces types d'acteurs. Au regard de ça, vous avez des prévisions sur les activités nouvelles qui peuvent être créées. Et il y a notamment un travail assez approfondi qui a été fait par McKinsey qui estime qu'à horizon 2025 en France, on peut créer, on a un potentiel de création de 1000 milliards supplémentaires de PNB en France, en utilisant bien le numérique. 1000 milliards de PNB, s'il y a 5% de ça qui se transforme en profit pour les entreprises, vous voyez, c'est un chiffre du même ordre de grandeur que ce qui risque de disparaître d'un côté. Il peut y avoir apparition de 50 milliards de profits liés à ces activités nouvelles au regard des 50 milliards qui disparaîtraient. Donc c'est un jeu qui n'est pas complètement encore joué. On est sur des ordres de grandeur qui sont différents, avec une situation qui est tout de même très contrastée. En gros, si on compare la France par rapport à des pays développés équivalents, et notamment par rapport aux pays européens, vous avez des gens qui courent très vite mondialement, c'est les personnes, comme je l'ai indiqué, et un peu partout les entreprises qui courent derrière, mais en France, le peloton est extrêmement étiré. Les Français, comme personne, vous, moi, vos voisins, vos enfants, etc., ils courent spécialement vite, et les entreprises françaises, globalement, elles courent plutôt spécialement lentement. C'est là qu'on a un problème. Lorsque vous considérez, pour vous donner juste 2-3 chiffres par rapport à ça, si, là c'est peut-être des chiffres qui datent un tout petit peu, pardon, c'est des chiffres d'il y a 2 ans, lorsque vous regardez le nombre de Français, individus, personnes, qui ont déjà commandé au moins une fois par Internet, tous Français, tous âges confondus, 60%. Quand vous regardez le nombre d'entreprises françaises qui ont vendu au moins une fois sur Internet, 11%. Vous voyez, les personnes, 60%, les entreprises, 11%. C'est là qu'est le décalage. Est-ce que c'est en train de se rattraper? Non. Non. Quand vous regardez des indicateurs dynamiques, il y en a un qui est assez impressionnant, c'est le rythme de développement du marché de la publicité online. Pourquoi c'est un bon indicateur? Parce que c'est un indicateur qui dit que quand une entreprise a ouvert un site Internet, qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas avoir uniquement une vitrine statique, mais pour essayer de vendre, pour essayer de faire quelque chose, pour développer, pour en faire levier, pour développer ses activités. Au cours des 3 dernières années, le rythme de développement du marché de la publicité online en France a été de 3% chaque année. C'est le segment du marché de la publicité qui croît le plus vite, mais quand on dit vite, il croît de 3% par an. En Angleterre, sur la même période, en moyenne, 14%. Donc vous voyez l'écart qui est en train de se créer et qui partent, les Anglais, d'un volume en valeur absolue beaucoup plus élevé. Donc au lieu d'être en train de restreindre l'écart, on est en train de l'accroître pour le moment. Alors, ceci étant dit, je pense qu'on peut voir toujours les choses lorsqu'il y a un verre à moitié vide ou à moitié plein, on peut le regarder d'une manière ou d'une autre. Moi, j'avais choisi tout de même d'en parler en termes plutôt d'opportunités, parce que je trouve que tous ces rapports publics qui insistent sur l'idée de dire on va dans le mur, et encore heureux qu'à mon rapport pour changer le cours des choses, je trouve ça d'un orgueil pas possible, et c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de voir quelles sont les dynamiques positives qui ont lieu. C'est une dynamique positive d'abord, de voir que les Français courent aussi vite. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'on a un problème, d'une manière générale, d'essayer de concilier l'économique avec le social et le culturel. Lorsque les personnes courent vite et elles dégagent des marchés en même temps. Vous voyez, je pense que si elles courent vite, spécialement en France, c'est pas sans lien avec le fait qu'il y a eu un effort d'équipement important fait en matière de réseau, en matière d'accès à l'Internet haut débit, mais c'est pas sans lien non plus avec le fait qu'on ait eu très tôt une législation de qualité en matière informatique et liberté. On a confiance par rapport à ces questions-là. Moi, vous savez, je suis un des papas de la loi informatique et liberté. Pendant longtemps, j'ai vu le regard assez goguenard dans les conférences internationales, notamment des Américains. Depuis l'affaire Snowden, les regards sont beaucoup moins goguenards. Beaucoup moins goguenards. Ils se rendent compte à quel point c'est une sorte de boulet que l'on traîne aux pattes
quand la confiance se délite peu à peu dans une société comme la société américaine par rapport aux grandes bases de données et à ce qui a lieu. Donc c'est un atout en tant que tel d'avoir des Français qui courent aussi vite et il faut tout faire en matière de formation, en matière d'accompagnement pour continuer d'avoir cette bonne allure. Ensuite, quand on regarde du côté des petites et moyennes entreprises, on a vraiment des bonnes nouvelles. On n'a pas que des bonnes nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'équipement. Mais en termes d'agilité des entreprises par rapport à la révolution numérique, il y a pas mal de bonnes nouvelles. D'abord, on a plein de très bonnes startups en France. On pourra peut-être en reparler dans les échanges de questions-réponses. Ensuite, il y a plein de secteurs modestes d'activité dans lesquels il y a des niveaux de création d'emplois très importants qui se font en France. Vous savez que quand on regarde tous les secteurs confondus de création d'emplois, tous les types d'emplois, y compris d'auto-entrepreneurs, on est depuis quelques années sur un rythme autour de 500 000 créations d'emplois chaque année en France, ce qui est énorme, hein. On est tout de même un pays qui fait 820 000 bébés physiques. Si on crée tous les ans 500 000 entreprises, au bout d'un moment, tout le monde va être entrepreneur, hein. C'est une dynamique de ce type-là. Et le problème, c'est qu'il y avait peu d'entreprises qui se développaient parce qu'il y avait peu d'entreprises nouvelles qui se créaient avec une logique d'innovation. Et aujourd'hui, dans des secteurs très divers de commerce de biens, de prestation de services aux personnes, etc., il y a des gens qui combinent du commerce et du numérique, de la prestation de services et du numérique. Donc qui ne visent pas uniquement une petite zone de chalandise autour de laquelle ils ont développé leur petite affaire, mais qui visent le fait d'être innovants et de pouvoir se développer de manière plus importante. Ça, c'est très important. Et puis, il y a une chose importante, c'est que vous savez qu'il y a une mortalité très forte aussi de ces petites entreprises naissantes. Il faut qu'elles puissent entrer dans une logique de croissance et il y a un accompagnement B2B fondé sur le numérique de très grande qualité. L'entrepreneur, la personne qui monte une entreprise aujourd'hui, peut, en matière de comptabilité, en matière de contrôle de gestion, en matière d'accès à du conseil juridique, pour faire des contrats, pour faire des lettres types, etc., peut accéder à tout un ensemble de services et de sites d'accompagnement qui sont de très grande qualité. Et donc, on peut avoir l'espoir, qui est en France super important, de l'ascenseur économique en marche. Vous voyez, il y a un grand thème dans la vie politique, c'est l'ascenseur social, mais on a un problème d'ascenseur économique, c'est-à-dire combien d'entreprises, parmi les entreprises qui viennent de naître, ont des chances de se retrouver un jour dans un rythme de croissance, voire de se retrouver parmi les 100 premières d'un pays. Et il y a des tas de statistiques qui montrent que aux États-Unis, la moyenne d'âge des 100 premières entreprises est relativement fraîche. En France, on a une moyenne d'âge des entreprises les plus grandes, des entreprises type CAC 40, qui est extrêmement âgée. Ça ne bouge pas. Alors ces entreprises elles se modernisent, mais vous voyez, on n'a pas un système suffisant de renouvellement de génération, et ça peut être extrêmement important. Et puis la troisième bonne nouvelle qui existe par rapport aux troisième opportunité par rapport à la France, c'est que ceux qui ont le plus de mal finalement avec cette révolution numérique, c'est finalement les deux grands piliers du modèle français, du modèle économique français, les grandes entreprises et puis les grandes administrations et l'État. Eux, ils ont beaucoup plus de problèmes, un problème d'agilité, un problème de voir comment faire, un problème d'organisation, mais surtout, je dirais, un problème culturel. Vous voyez, quand j'avais fait ce rapport, j'avais fait beaucoup de groupes de travail. Il y a eu plus de 500 personnes qui avaient été associées à cette affaire-là, dans lequel on travaillait à plusieurs. On peut travailler à plusieurs, on peut travailler un groupe aussi large que l'on est là, avec des bonnes méthodes qui sont appropriées, pour faire de la créativité. Et les gens de Blablacar, vous voyez, étaient venus avec un des groupes de travail, avec un petit autocollant, dans lequel ils en avaient distribué à tout le monde, sur lequel il y avait marqué ce qui leur sert de mot d'ordre interne, c'est « Done is better than perfect ». Ce qui est fait, c'est mieux que de chercher la perfection. Quand vous lisez ça, vous dites dans un premier temps, est-ce que vraiment je suis d'accord avec ça ? Parce que notre éducation, comment on a été formé, comment on a été sélectionné les uns et les autres, c'est tout de même de rechercher la perfection. Eh bien non. Si on croit à l'intelligence collective, si on croit que l'environnement dans lequel on est va apporter de la plus-value par rapport à ce qu'on fait, au contraire, ce qui est important, c'est de se dépêcher de sortir une version 1 sur le marché de ce que l'on a fait et de mettre en place tous les dispositifs qu'il faut d'humilité, d'écoute, voire de donner aux utilisateurs eux-mêmes des moyens d'intervention qui leur permettent d'agir et d'améliorer pour avoir une version 2 qui soit meilleure, puis une version 3, etc. C'est ce processus très incrémental qui suppose de travailler de façon très différente, en passant, disons, d'une culture d'innovation qui était dominée par une notion de
cahier des charges, de très grande maîtrise, à une notion d'innovation qui est dominée par une notion de lâcher prise et de laisser la bride sur le cou à des équipes plus petites qui sont capables d'interagir plus facilement. Si je pourrais développer plus éventuellement la raison pour laquelle j'avais appelé ce rapport la nouvelle grammaire du succès, mais c'est ça la grammaire qui est en cause. C'est de passer d'une grammaire de la maîtrise et du cahier des charges à une grammaire du lâcher-prise et de l'initiative décentralisée. C'est très très différent et c'est la condition indispensable. C'est un enjeu culturel super important. Alors, enjeu culturel par rapport à, enjeu clé par rapport à ce secteur, vous voyez, c'est juste un petit peu en conclusion pour ouvrir des échanges. Je vois que le temps est limité. Moi, j'avais noté 3 mots-clés dans la préparation de ce débat sur 3 mots-clés pour l'environnement d'ADIS, qui étaient santé, salariat, assurance. Ces 3 mots-clés qui vont voir certainement des évolutions extrêmement importantes et qui sont au cœur des périodes, des enjeux nouveaux de la période numérique dans laquelle on est. Santé, ça va être vraiment dominé par des évolutions extrêmement importantes. L'intervenant suivant va parler des problèmes des médicaments, mais c'est une des évolutions. Il y a une évolution extrêmement forte vers le prédictif. Il y a même l'hypothèse fortement débattue que l'on irait vers le transhumanisme, vers une sorte dogme augmenté, de redéfinition de ce qu'est l'homme, le fonctionnement du corps, le fonctionnement de l'intelligence, etc. Est-ce que cette voie-là est si certaine que ça? Non, ça fait débat. Ça fait débat parce que il n'est pas certain aujourd'hui que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié aux algorithmes, tout ce qui est lié aux robots soit tellement gagnant par rapport à ce qui est lié au fonctionnement de l'intelligence collective. Il y a débat très important, et c'est un débat qui renvoie à des questions fondamentales sur la liberté. Ensuite, lorsqu'on parle de problèmes de salariat, d'emploi, vous voyez, lorsqu'on a des enjeux aussi importants, il y a des études qui ne sont pas toutes complètement cohérentes avec les unes avec les autres, mais enfin, il est sûr que dans les 10-15 ans qui viennent, on va assister à un mouvement de très grande ampleur, de devoir mobiliser des moyens très importants de mobilité professionnelle, de formation, pour accompagner les gens dont l'emploi va se transformer très en profondeur. Et on voit bien quels types d'emplois vont disparaître, on voit plus difficilement quels types d'emplois vont apparaître. Et il y a des grandes questions sur le fait de savoir, est-ce qu'il va y avoir le développement d'emplois indépendants extrêmement importants? Est-ce que les formes d'emploi vont être les mêmes? Est-ce que le salariat va rester aussi central dans la société de demain? Est-ce que l'entreprise, qui étaient tout de même des acteurs dominants auxquels on s'était habitué dans l'organisation de nos sociétés, va avoir la même forme pour jouer ce type de rôle. Et là, on voit des débats qui sont loin d'être évidents. On voit derrière des modèles comme justement Uber dans le domaine des voitures, des voitures en secteur dérégulé par rapport au taxi. Est-ce qu'ils développent un travail d'indépendant? Est-ce que ce sont des vrais indépendants? Ils le développent pour combien de temps? Parce que dans le même temps, ils investissent sur la voiture autonome qui peut rouler toute seule. Et aujourd'hui, vous avez déjà des expérimentations, y compris en France, à Lyon, à Confluence, de véhicules autonomes qui circulent tout seuls. Donc c'est des emplois qui apparaissent pour combien de temps? C'est vraiment des enjeux qui sont extrêmement importants et dont vous ne pouvez pas faire l'économie. Et puis, il y a des enjeux extrêmement importants qui concernent tout le monde de l'assurance, qui est un monde qui est fondé, lui, peut-être que le domaine de la santé renvoyait un petit peu à une thématique de liberté, ce que je voulais évoquer, le monde du salariat, le droit du travail et l'égalité. Le monde de l'assurance, c'est tout de même un monde, vous le connaissez, qui renvoie à une logique de solidarité. Et comment cette solidarité va évoluer avec le big data? Quel est le rôle même des intermédiaires à l'avenir et comment ils vont évoluer? Vous savez, il y a une technologie juste de pointe, je lance ça avant de conclure, qui apparaît à l'heure actuelle, qui est, je ne sais pas si vous avez lu quelque chose là-dessus, qui s'appelle le blockchain, qui est la technologie qui est sous-jacente au développement de cette monnaie alternative qui est sur les bitcoins. Mais il n'y a pas que les bitcoins, il y a un autre système très important qui s'appelle Ethereum, qui s'est développé. Et ça, c'est les applications qui permettent d'avoir de façon extrêmement décentralisée, dans une logique très proche de la logique Internet de départ, c'est-à-dire une logique peer-to-peer, une logique de personne à personne, sans intermédiaire, sans Google quelque part, sans GAFA quelque part, sans Uber quelque part, d'avoir de plus en plus entre les personnes de la création de valeur. Comment ça fonctionne? En gros, ça fonctionne avec l'idée que toutes les transactions sont tracées, elles sont anonymes mais tracées, sur une espèce de grand livre, mais pas un grand livre qui est disponible à un seul endroit, qui est un grand livre qui est réparti. Et tous les gens qui tiennent les grands livres
Dans le cas des bitcoins, il y a 10 à 15 000 personnes qui tiennent des grands livres de ce type-là. Il faut qu'ils soient d'accord les uns avec les autres pour valider des transactions. Eh bien, vous avez des conséquences très précises qui existent, par exemple dans le domaine de l'assurance, avec le développement de ce qui s'appelle les smart contracts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de cette notion. Les smart contracts, c'est l'idée de dire, un contrat d'assurance par exemple, prenez un exemple qui est un exemple réel, une assurance qui protège des agriculteurs contre la sécheresse, qui indemnise des agriculteurs au bout de 30 jours de sécheresse. Le modèle classique, c'est l'agriculteur qui écrit à sa compagnie d'assurance en disant « Voilà, je vous écris parce qu'il y a eu 30 jours de sécheresse. » Bon, il donne des preuves, on les conteste, on entre dans un système de dialogue, etc. Les smart contracts, c'est l'idée de dire on se fonde sur le fait que la perspective de demain, c'est l'Internet des objets, et on dit on assied un contrat sur la preuve certaine qui est que telle borne météo, qui va être le juge de paix, indique qu'il y a eu 30 jours de sécheresse, et dès qu'il y a eu 30 jours de sécheresse, l'assureur verse les indemnités à l'agriculteur, sans attendre même qu'il le demande, en changeant donc complètement le modèle de rentabilité, le modèle de fonctionnement, le modèle marketing sur lequel ça fonctionne. Il y a une remise en cause extrêmement importante de nombreuses professions, de nombreuses pratiques qui sont derrière ce type de technologie-là. Là, c'est pour vous donner des exemples un petit peu plus avancés que ceux qui sont habituellement cités. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas au milieu du gué, on est au début d'une phase de transformation extrêmement puissante qui font que la plupart des paramètres sur lesquels sont assis les modèles d'affaires et les modèles économiques des secteurs dans lesquels nous sommes vont être totalement bouleversés dans les années à venir. Merci beaucoup, merci Philippe Lemoine, on peut l'applaudir.